Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à tous, bienvenue sur notre séance virtuelle du ciné-club Belles et Rebelles du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Au programme de cette séance, la 8e femme de Barbe Bleue, Bluebeard's Eighth Wife, un film d'Ernst Lubitsch de 1938 avec Gary Cooper et Claudette Colbert. Alors pour resituer le film dans la carrière de Lubitsch, c'est loin d'être parmi les premiers films de Lubitsch. On vous a passé au Centre des Arts en septembre 2020 des films muets, beaucoup plus rares, mais de la période allemande d'Ernst Lubitsch. Donc, dès l'ère du muet, Lubitsch faisait y compris des comédies, mais pas seulement des comédies, avec un point particulier, c'est que les personnages féminins, et notamment celui joué par Ossi Osvalda, étaient centraux, étaient vraiment au cœur de films comme La Poupée, par exemple, ou Je ne voudrais pas être un homme, ou La Princesse aux huîtres. Donc, dès sa période allemande, un lien entre, on pourrait dire, féminité, voire féminisme, et sexualité, puisque la part de gags liés à la sexualité, pas seulement à l'amour, mais véritablement à la sexualité, est importante, et même assez lourde, entre guillemets, dès sa période allemande. Et puis, son approche de la comédie va évoluer quand il émigre à Hollywood au début des années 20, à l'invitation, je crois, de Mary Pickford, et où il va développer ce qu'on a appelé après, avec beaucoup de guillemets, la comédie sophistiquée, ou le screwball, la comédie screwball, ou la comédie romantique, finalement, puisque La 8e femme de Barbe Bleue pourrait être appelée une comédie romantique, ou la comédie de remariage, et on en reparlera après le film. Un mot sur le couple d'acteurs qui a déjà été vu à l'écran au début des années 30, mais ensemble, Gary Cooper et Claudette Colbert, mais pas chez Lubitsch. Ils ont à peu près le même, je dirais ils sont à peu près au même moment de leur carrière. Donc là, on est à la fin des années 30. Ils sont devenus stars à la fin des années 20, l'un comme l'autre. Elle, Claudette Colbert, comme son nom l'indique, a des origines françaises. Mais elle a grandi également totalement anglophone, donc c'est une actrice qui a cette espèce de double identité, de charme et de sophistication considérée comme français, disons, et qui a un visage particulier aussi, très travaillé, un peu comme un cartoon, avec un visage très rond, des très grands yeux, des sourcils très dessinés. Et c'est un visage qui va être utilisé, je dirais aussi, à des fins comiques. On l'a vu déjà chez Lubitsch au tout début des années 30, en 1931, dans Le Lieutenant souriant, avec Maurice Chevalier et Miriam Hopkins. Elle chante d'ailleurs au piano une chanson très amusante, Claudette Colbert. D'autre part, donc, en face d'elle, Gary Cooper, c'est évidemment pas uniquement un acteur comique non plus, mais elle non plus, elle a tourné des mélodrames dès les années 30. Lui a tourné bien sûr dans des westerns, il a tourné avec Joseph von Sternberg, Morocco, donc il a une forme de sensibilité. C'est quelqu'un dont la haute stature n'empêche pas qu'on travaille avec lui une grande expressivité de la sensibilité, du visage. Notamment, je crois qu'il était un petit peu allergique au projecteur, et que donc ça lui donnait des yeux un petit peu toujours humides, comme s'il allait pleurer. Bon, voilà, il y a cette dimension-là dans le travail avec Gary Cooper. Et là, par contre, il est dans un cinéma directement comique. Il avait déjà travaillé avec Lubitsch dans la comédie Design for Living, Serenade à 3, face à Miriam Hopkins. Donc, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu dans la comédie, mais pas seulement, et qui va être à l'apogée de sa gloire comique en 1936 avec l'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra, que je crois nous avons passé il y a quelques années au Centre des Arts aussi. Et ce qui est amusant, disons, dans la carrière de Gary Cooper, c'est que le co-scénariste de ce film-ci, Billy Wilder, qui, comme vous le savez, est devenu ensuite un réalisateur à part entière à Hollywood, va lui faire revivre quasiment son personnage de ce film-ci de millionnaire dans Ariane face à Audrey Hepburn. Donc je vous laisse voir ou revoir La 8e femme de Barbe Bleue, et nous en parlons ensuite après.
Je reprends la parole après votre visionnage ébloui, j'espère, de La 8e femme de Barbe Bleue et joyeux. Ce que je n'ai pas dit avant, c'est que Claudette Colbert, nous l'avons déjà vue au Centre des Arts, en tout cas il y a quelques années, dans un film qui lui a valu un Oscar alors qu'elle y allait à reculons, et qui est New York Miami, It Happened One Night, de Frank Capra en 1934, et qui est une sorte de chef-d'œuvre de la comédie romantique ou de ce qu'on a appelé ensuite, de ce que le philosophe Stanley Cavell a appelé la comédie de remariage. Je reviens un petit peu sur ce concept. Alors, dans New York Miami, en réalité, les Gable et Claudette Colbert ne sont pas mariés, mais comme ils traversent les États-Unis dans un bus, ils sont amenés à rester dans un motel et donc à vivre quasiment maritalement. Et c'est cette coprésence, cette espèce de vie en couple qui est ensuite qui métaphorise, disons, ce que c'est que le mariage. Alors ici, c'est beaucoup plus clair, la 8e femme de Barbe Bleue, puisque toute l'intrigue va être basée sur un contrat de mariage un petit peu léonin pour le personnage joué par Gary Cooper. Et donc, c'est cet agreement, ce contrat, j'emploie ce mot en anglais parce que chez Lubitsch, il y a eu déjà un agreement, un accord qui a été déjà très fameux dans un film précédent, dans son film de 1933, Design for Living, Serenada 3, où Miriam Hopkins, Gary Cooper et Frédéric March vont faire un pacte qui est un pacte de no sex, pas de sexualité entre eux, et évidemment, si vous avez vu le film, vous savez ce qui arrive à cet accord. Et vous remarquerez que dans ce film-ci, Claudette Colbert va mener toute une campagne pour pouvoir avoir justement un contrat de mariage particulier, et ça, je pense que c'est important dans l'intrigue, disons, centrale, puisque le film commence sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est dit de manière anodine au début entre les vendeurs du magasin, mais quelque chose se joue dans cette toute première scène. Lubitsch est Lubitsch et son co-scénariste Billy Wilder sont évidemment très attentifs à la façon dont on commence, tout simplement, dont on attaque, dont l'attaque va être écrite. L'attaque d'un film, elle est un petit programme, en fait. Elle est vraiment un programme de ce qui va se dérouler par la suite. Alors là, vous vous souvenez où ça se passe? Ça se passe sur la Côte d'Azur, une Côte d'Azur de studio. Vous aurez peut-être reconnu dans les plans après à la plage que c'est le procédé bien connu de rear projection, de projection sur un écran transparent derrière les acteurs. On n'est pas réellement sur la Côte d'Azur, mais en tout cas, l'action se passe sur la Côte d'Azur. C'est important chez Lubitsch que, en fait, la plupart de ces films américains se passent en Europe. Pas seulement parce que lui-même est européen d'origine, mais parce que l'Europe peut fonctionner comme une sorte de continent à pays imaginaires, entre guillemets. Alors parfois ce sont complètement des pays imaginaires, un petit peu des pays d'opérette, dans ces premiers films parlants qui sont des comédies musicales avec, je l'avais dit, Maurice Chevalier, et où, par exemple, La Veuve Joyeuse, où on a des espèces de pays d'Europe centrale qui n'existent pas vraiment, mais qui nous portent dans le monde un peu d'opérette plutôt, de comique, où tout est possible et où l'amour domine toute considération géopolitique. Ici, c'est un peu différent, c'est une forme d'exotisme un peu touristique et qui est attaché aussi au fait que le public sache que Claudette Colbert a en partie des origines françaises. Et donc, on se trouve... Alors, Lubitsch disait qu'il préférait Paris Paramount à Paris France. Il préférait un Paris de studio. Alors, pas seulement pour des raisons techniques et pratiques, mais aussi pour le côté stylisé, disons, que lui donnent ces lieux. Que représente la Côte d'Azur? Un certain art de vivre. Claudette Colbert le dit au début à Gary Cooper. Elle dit... ne critiquez pas la Côte d'Azur, on a le meilleur climat. Voilà, c'est cette idée qu'on pourrait, avec le cinéma, créer un monde qui serait celui de la comédie romantique, avec Il fait beau tous les jours, par exemple, où l'activité principale, c'est d'aller à la plage, y compris comme David Niven, on est un employé de banque, mais en fait, on prolonge ses vacances à volonté.
Donc le décor est posé, c'est celui de la France, du pays, voilà, de l'amour, de la joie de vivre, de la plage, du soleil, etc. Premier décor qui est planté. Et puis ce deuxième décor, c'est donc un décor de magasin où pénètre à la fois cette cliente élégante, jeune, française, et puis cet Américain, et où on voit déjà qu'il va s'agir quand même de parler un petit peu des Américains, d'une certaine idée des Américains, à savoir leur consumérisme, disons leur rapport à l'argent, la façon dont ils peuvent éventuellement penser que avoir de l'argent, c'est avoir le pouvoir, et pouvoir disposer des gens, et en particulier aussi peut-être ensuite des femmes, parce qu'on est millionnaire et qu'il suffit d'allonger les billets. Et ça, c'est quand même visible dans le fait que le film commence dans un magasin et que la rencontre amoureuse a lieu dans un magasin. Je le disais au début, il est question même dans les dialogues du fait que maintenant, dans les années 30, à la fin des années 30, voilà, c'est un sujet d'actualité. L'égalité homme-femme est vraiment un sujet dont on parle. Et effectivement, quelque chose se joue dans cette première rencontre autour du magasin et bien sûr autour d'un objet. Alors, le statut des objets dans les films de Lubitsch, c'est quelque chose qui, à la fois, je dirais, provient du burlesque. Vous savez que les burlesques des premiers temps, les burlesques muets, que ce soit même des génies comme Chaplin ou Keaton, utilisent beaucoup les objets et les détournent. Utilisent les objets dans le fait qu'ils dysfonctionnent et qu'ils ont des choses mécaniques qui deviennent presque humaines et inversement. Donc voilà, ils jouent beaucoup de ça. Chez Lubitsch, c'est un petit peu différent, me semble-t-il. C'est une généralité, mais on va voir le cas avec le pyjama. Ce sont quand même souvent des objets, ça peut être des objets mécaniques, il y a toute une histoire autour d'une machine à écrire qui sonne dans Serenade 3, par exemple, avec un petit bruit de sonnerie qui indique le désir, en fait. Donc, il utilise le côté objet mécanique, mais ici, comme par hasard, les objets, c'est avant tout le pyjama, et donc ce sont des vêtements. Donc, pas n'importe quel objet, des objets qu'on porte sur soi et qui sont genrés en général. En général, les vêtements marquent. Il y a des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes. Il y a même un côté de bouton, selon qu'on est un homme ou une femme, etc. Donc, bien sûr qu'il y a un lien entre la façon dont Lubitsch met en scène les rapports amoureux et la sexualité, même si on est après l'instauration du code de censure, d'autocensure des studios. Donc, il n'est plus question de parler aussi directement de sexe que dans, par exemple, Serenade 3 en 33, puisque l'année 34 marque une sorte de couperet pour l'évocation directe de ce type de rapport. Mais tout de même, on voit bien que dans ce premier achat en commun, quelque chose de commun, une forme de cohabitation et presque finalement un pacte entre les deux personnages qui, une minute avant, ne se connaissaient pas, va s'instaurer. Acheter un pyjama à deux, c'est beaucoup dire que c'est déjà se marier, mais enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'appariement au début. Or, vous aurez remarqué que qui porte la culotte dans cette transaction, au départ, c'est l'Américain, hein, puisqu'il envoie chercher le manager avec toute cette scène très, très comique de remonter de plus en plus dans la hiérarchie et la chute du gag extraordinaire avec le directeur du magasin qui ne porte que des hauts de pyjama et pas de bas. Donc c'est donc Gary Cooper au début qui arrive à mener, et puis finalement il perd auprès du management, et c'est Claudette Colbert qui, on pourrait dire, le sauve, c'est-à-dire lui permet d'acheter uniquement le haut du pyjama. Et à partir de là, impossible de ne pas déjà voir enclencher tous les sous-entendus sexuels qui vont être extrêmement marqués quand même dans cette comédie, et je dirais malgré et presque grâce à la censure. Il y a aussi ce jeu de distinction homme-femme au bas,
tous ces espèces de moitiés. Hein. Être la moitié de quelqu'un, c'est aussi une expression qu'on emploie ensuite pour le mariage. Mais en tout cas, cette idée qu'il y a des rayures et des poids. Elle lui dit « You're the stripy type hein. ». Tu as une tête à rayures, vous avez une tête à rayures, à porter des rayures. Et puis, on voit ensuite que le père, le haut de pyjama que le père porte encore parce qu'il est encore bon et que comme on est pauvre, le marquis ne jette pas ses hauts de pyjama, eh bien, il est à poids. Donc, il y a cette espèce de jeu un peu quasiment structural entre l'opposition entre rayures et poids, et puis le jeu d'opposition au bas et le jeu d'opposition ou de complémentarité homme-femme. Il y a quand même une autre... et bon, toute cette question de l'humour, du gag basé sur le sexe et sur des accessoires en rapport avec le corps, on y reviendra sans doute, mais il y a un autre ingrédient, je dirais, dans cette première rencontre et dans les forces en présence, on pourrait dire, donc d'un côté Gary Cooper et de l'autre Claudette Colbert, c'est la question des classes, de classes sociales. Un petit peu d'ailleurs comme chez Renoir, dans le ciné-club Renoir, on a parlé beaucoup de ça, c'est-à-dire pas seulement dans une idée qu'il y aurait une lutte des classes, une opposition qui structurerait certains récits, mais un frôlement désirable entre les classes, une attraction d'une classe sociale pour l'autre, et pas seulement dans l'idée que les femmes seraient des croqueuses de diamants, même si là, le personnage joué par Claudette Colbert est poussé par son père impécunieux, l'extraordinaire acteur second rôle lubitschien Edgar Everett Horton, que vous avez vu je pense, dans Haute Pègre, par exemple, enfin, dans d'autres films de Lubitsch. Il la pousse quand même à tout simplement à gripper un millionnaire pour pouvoir les sortir du mauvais pas impécunier dans lequel ils sont. Mais ça n'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toujours, il y a deux classes sociales qui ont chacune quelque chose d'attirant pour l'autre. Et là, la particularité dans ce film-ci, c'est donc le côté self-made man, mais le côté aussi nouveau riche de Gary Cooper, qui détermine son rapport, toutes ses relations humaines. On voit que c'est pas seulement qu'il est obsédé par le cours de la bourse et par les affaires, c'est que par des formations professionnelles, il considère ses rapports avec les femmes comme étant des rapports voilà, commerciaux, finalement. Et toute l'intrigue est fondée sur le fait qu'elle le prenne au mot et qu'elle établisse donc ce pacte qui est que tout divorce lui assurera à elle une rente de $200 000. Donc, on n'en est pas là au début, mais tout de même, il y a déjà cette idée que les deux personnages qui se rencontrent ne sont pas dans la même situation financière du tout. Et d'ailleurs, elle arrive à obtenir un rabais, vous vous souvenez, sur le bas de pyjama qu'elle achète. Donc voilà, je pense que cette différence de classe est évidemment très, 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 très importante. Et elle se traduit dans la mise en scène par des gags, y compris des gags visuels. Alors là, on peut se dire qu'ils viennent peut-être de Billy Wilder, parce que Billy Wilder, par la suite, va être assez fort pour tout ce qui est insert, c'est-à-dire très gros plans sur des détails. Alors, dans les gags sexuels, chez Wilder, on va retrouver, par exemple, les gros plans sur des pieds, que là, on trouve à la fin de ce film-ci, quand ils s'embrassent au sol, puisque Gary Cooper est dans une camisole de force, autre métaphore de l'état d'homme marié, et qu'on voit ses pieds qui repoussent comme ça le fauteuil. Ça vous rappellera peut-être une scène d'un film qui date de 20 ans après, mais qui est un film de Billy Wilder et qui est « Certains l'aiment chaud ». Où il y a tout un jeu avec les pieds de Tony Curtis quand il est embrassé par Marilyn Monroe. Donc ce goût du détail, il se traduit aussi dans les marques de la pauvreté relative dans laquelle se trouve Claudette Colbert, puisque vous vous souvenez à un moment qu'elle dit « Je suis allée chez la manucure et on m'a présenté la facture des manucures précédentes. Et comme je n'ai pas pu payer, voilà, elle montre sa main et la moitié des ongles sont faits et la moitié ne sont pas faits. Et puis David Niven, son petit ami tout aussi impécunieux,
dit moi en fait c'était au milieu d'une opération et je n'ai qu'une amygdale. Voilà. Donc ça va loin en fait. Ça atteint le corps. La pauvreté, presque comme chez Chaplin où il est toujours question de la faim, FAIM, là on voit que quand même être pauvre, c'est aussi être marqué quasiment dans sa chair par cette pauvreté. Je dis ça parce que souvent Lubitsch est désigné comme un réalisateur voilà, de la légèreté, dans des décors prestigieux, très stylisés, très riches. Et en fait, il y a quand même aussi cette différence de classe qui coûte au corps. Est-ce que juste, tu m'entends bien là, ouais. Oui, oui. En fait, juste par rapport à ça, est-ce que sur la question de classe, en fait, parce qu'elle appartient quand même à l'aristocratie, au fond, si j'ai bien compris. Et donc, finalement, c'est une aristocratie désargentée, mais qui est dans un univers, en fait, qui appartient de toute façon, en fait, à la haute société. Enfin, et je comprends ce que tu dis sur le fait de pleuvoir d'argent, mais moi, comment dire, j'ai l'impression que chez Lubitsch, en fait, il va représenter justement ça, mais est-ce que c'est un réel danger finalement? Est-ce que c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Oui. Chez Chaplin, quand on voit le Kid, bon bah oui, ils sont vraiment dans la rue, etc. Donc, est-ce que tu pourrais du coup Oui. commenter un peu là-dessus par rapport à ça? Oui, oui, ça n'est pas du tout la même chose, effectivement, que chez Chaplin, puisque chez Chaplin, il y a une sorte d'urgence vitale, et bon, en plus qu'il a vécu, lui, sans doute biographiquement, mais à la limite, peu importe. Mais ici, alors, il faut préciser effectivement la classe sociale qui est montrée comme étant l'aristocratie complètement déclassée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est effectivement pas des prolétaires. Et c'est important parce que du coup, ils ont un capital culturel. C'est-à-dire que non seulement ils ont un capital culturel en tant qu'Européens, par rapport à l'Américain un peu mal dégrossi, qui sait jongler avec les chiffres en bourse, mais voilà, qui jongle avec des chiffres de pétrole, et c'est pas... voilà. Mais surtout, donc, il y a cette idée qu'eux ont un capital culturel qui inclut, alors, d'abord, une connaissance artiste d'histoire de l'art, pseudo-connaissance, bien sûr, on s'en aperçoit à travers d'un autre objet important du film qui est la baignoire, qui est la fausse baignoire de Louis XIV. Gag intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut arnaquer un Américain qui n'a pas de culture. C'est-à-dire qu'on peut lui faire croire que réellement, son argent lui permet d'acheter une pièce historique. Or, quand on est français, on sait que ce genre de pièce ne sort pas du pays. Donc, d'une certaine façon, voilà, ils ont un coup d'avance sur lui. D'autre part, comme par hasard, c'est un objet, là encore, qui est en lien avec l'intimité corporelle. Je le disais pour le pyjama, la baignoire, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de lié à la sexualité qui est déplacé dans les objets. Alors ça, c'est une parenthèse, mais sur l'aristocratie, c'est pas pour rien que c'est une baignoire Louis XIV, c'est que donc l'image de cette aristocratie, c'est de montrer qu'elle a beau être pauvre, qu'elle a beau être appauvrie, elle a le goût de la richesse. Elle a aussi le goût. Donc, il ne va pas s'agir pour Claudette Colbert d'accepter de vivre dans moins que quelque chose de splendide, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a aussi, je pense, en tant que spectateur, une forme de jubilation une fois que le couple aménage dans son nouvel appartement avec deux ailes, enfin avec vraiment une aile pour madame et une aile pour monsieur, et ce hall très impersonnel, sans aucun meuble, qui est le hall d'entrée où ils se croisent à peine. C'est vraiment une sorte de hall de gare où le personnel domestique connaît mieux les lieux, finalement, que Gary Cooper lui-même. Cette espèce de partition de l'espace, on voit qu'elle est familière à Claudette Colbert, que peut-être elle a un imaginaire. Alors, je ne sais pas si elle a vécu dans un château étant petite, mais on voit bien que cet appartement, il est structuré comme ça. C'est cette idée que plus on est riche et plus on peut avoir une vie, j'allais dire presque libertaire, en forme, dans l'idée du couple. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif pour nous, peut-être. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à associer le progrès, ou disons l'ouverture d'esprit moral et pourquoi pas amoureuse à une certaine indifférence quant à l'argent. Mais c'est pas ce que montre Lubitsch. Il montre plutôt une idée un peu 18e siècle de cette aristocratie qui a les moyens de vivre en couple selon
ce qu'elle décide qu'est le couple. Alors là, en l'occurrence, c'est Claudette Colbert qui détermine le pacte, et le pacte, ce sera la non-consommation du mariage, parce que c'est ça qui est impliqué dans cet immense appartement et dans ces quartiers séparés, évidemment, c'est qu'elle l'épouse, mais qu'elle ne se donne pas à lui, et qu'elle fait tout pour qu'il divorce, mais aussi donc qu'elle ne se donne pas du tout à lui. D'où la scène de baiser, ensuite de reséduction à l'intérieur de l'appartement, hein, cette fameuse scène avec le caviar trop salé, le champagne et les oignons. C'est comme une espèce de scène en écho à la première rencontre, qui rejoue la première rencontre, mais avec une autre donne, avec une nouvelle donne, qui est la donne sociale imposée par l'épouse qui, cette fois-ci, est riche, en fait. Puisque Claudette Colbert, dans la première rencontre, est quand même en train de marchander pour acheter un bas de pyjama à 75 francs, au lieu des 100, au lieu des 200 que lui coûterait l'ensemble du pyjama. Donc, il y a quand même quelque chose de très pauvre et d'une forme d'infériorité qu'elle arrive à retourner, mais en vendant sa méthode pour s'endormir, vous vous souvenez. Mais dans cette espèce de fausse deuxième rencontre, en tout cas de scène de drague qui ne devrait pas avoir lieu entre un époux et sa femme, et qui relance la donne de la cour, de l'idée de faire la cour, eh bien c'est elle qui a planté le décor, c'est elle la metteuse en scène, et c'est elle qui décide de l'odeur, de l'odeur ambiante aussi. Donc on voit bien qu'il y a une question de rapport de force, enfin de rapport de force entre les sexes, quoi, de guerre des sexes à bas bruit, mais c'est vrai qu'elle est sous-tendue par une forme de lutte des classes. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques à ce stade. Et donc, finalement, c'est quand même, d'une certaine manière, c'est quand même elle qui remporte la victoire à la fin. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, finalement? Oui, mais ce que j'aime dans le film, c'est qu'il y a ces différents espaces, en fait, qui sont à chaque fois, on a l'impression, des terrains de jeu, enfin des scènes, on pourrait dire des scènes. C'est-à-dire qu'il va s'agir de mettre en scène une rencontre d'abord. On voit qu'il y a des plans sur elle, des sortes de champs sur elle en train de regarder d'abord Gary Cooper un peu comme sa proie, d'une certaine façon, dans le magasin. Puis ensuite, on continue un petit peu comme ça, c'est-à-dire à être plutôt du côté du point de vue de la femme qui est en train de réfléchir à la façon dont elle pourrait, on pourrait presque dire briser, enfin, ou assouplir au sens physique ce nouveau riche assez mal dégrossi, et faire rentrer dans sa tête l'idée que les rapports amoureux ne peuvent pas être des rapports marchands. Mais là où c'est contre-intuitif et donc assez savoureux, c'est que elle le fait par la surenchère autour de l'argent. Au lieu de façon un petit peu, comment dire, un petit peu moralement niaise, disons, ça aurait été de dire mais non, romantique, disons, ça aurait été de dire mais non, c'est l'amour qui doit, voilà, mon idée romantique française ou européenne de l'amour doit être vivre tous les deux sans ton argent, ne sois plus un millionnaire et aimons-nous sans argent, etc. Et c'est justement pas du tout ce qu'elle propose, et je trouve intéressant que ce soit en plus avec l'actrice Claudette Colbert, parce qu'on l'a dans la session, on a vu New York-Miami, qui est quand même un de ses grands rôles, où elle joue une héritière qui vit un petit peu à la dure en faisant ce voyage en car à travers les États-Unis, et qui a du mal, en fait, qui a du mal à se passer de tout ce dont une riche héritière utilise tous les jours. On voit bien que avoir de l'argent, c'est aussi avoir une forme de pouvoir en tant que femme, ou disons compenser l'inégalité des sexes que la société continue à faire perdurer. Donc je trouve intéressant que ce soit avec en particulier cette actrice-là, que ce soit mise en œuvre. Mais alors, la question portait sur quelque chose de plus précis. En fait, non, je posais une question un petit peu par rapport, enfin, pour revenir au cycle et au titre du cycle Belle et Rebelle, et que finalement c'était la rebelle. Enfin voilà, c'était un petit peu une histoire de dire que c'est quand même elle finalement qui gagne le combat, au moins symboliquement. Mais je voulais juste revenir sur la question en fait, oui, économique d'une certaine manière en fait.
Et je voulais savoir, en fait, d'après toi, en fait, est-ce que chez Lubitsch, finalement, j'ai l'impression que ce qui l'intéresse vraiment, voilà, c'est tout ce qui est les rapports de séduction, en fait, voilà, tous ces rapports qui met en scène dans ses films. Et je voulais savoir si c'était possible, finalement, dans un monde qui soit pas un monde, comment dire, euh, de raffinement et qui est fort. Est-ce que l'univers de Lubitsch peut exister ailleurs que dans la haute société ou dans un monde en fait qui finalement ne peut exister que parce qu'il y a de l'argent quand même quelque part en fait. Et je Alors, me j'allais souviens qu'on dire, s'était posé un peu oui, la question avec oui, c'est Notchka vrai. aussi. Enfin voilà. Ben, la réponse, elle est en partie chez Wilder, en fait, chez son successeur, on pourrait dire, et son adorateur, son collaborateur aussi, plus jeune que lui, mais qui avait ce fameux panneau que ferait Lubitsch, voilà, quand il coinçait sur l'écriture d'un de ses propres films. Et il me semble que justement le travail de Billy Wilder après, quand il est lui-même devenu cinéaste, ça a été presque de trivialiser d'une certaine façon l'apport de Lubitsch, comme s'il faisait cette expérience dont tu parles, c'est-à-dire est-ce que cette dynamique-là, cette tension narrative et cette tension aussi dans la mise en scène, puisqu'il s'agit de rapports de force qui se traduisent dans la mise en scène elle-même, dans les lieux, dans les chants contre chants, etc. Est-ce qu'elle peut, qu'est-ce qu'elle devient une fois qu'on la met dans des situations beaucoup plus triviales, voire vulgaires, et je pense que Wilder y a répondu à sa façon, avec une forme de retour peut-être à une certaine lourdeur qui était, et je fais là référence à un livre assez récent d'ailleurs qu'a publié Emmanuel Burdos sur Billy Wilder qui s'appelle Gravité, donc gravité y compris au sens physique du poids des choses, et qui réfléchit sur cette lourdeur du comique de Billy Wilder par rapport à une légèreté qui serait celle de Lubitsch. C'est vrai qu'on associe Lubitsch et la fameuse Lubitsch Touch, qui est un peu une expression facile, disons, mais qu'on associe tout ça aux bulles, au champagne. Et si on a vu, par exemple, Haute Pègre, Trouble in Paradise, au début des années 30 avec Miriam Hopkins, voilà, tout ça se passe dans des palaces, ce sont des pickpockets, donc ils n'ont pas d'argent propre au départ, c'est un couple de pickpockets, mais qui officient comme par hasard dans des palaces, parce que où est l'argent? Il est dans les poches des riches, et que donc il faut soi-même se parer des attributs de la jet set pour pouvoir l'infiltrer et pour pouvoir la voler. Comme par hasard, ce qui nous arrange en tant que spectateurs et ce qui arrange Lubitsch, puisque du coup, les personnages, ils ont beau être pauvres, ils sont magnifiquement habillés, ils ont l'air de riches, quoi. Et c'est un peu là aussi dans La Huitième femme de Barbe Bleue, c'est aussi le plaisir, je pense, qu'on a, nous spectateurs, à voir Claudette Colbert dans des robes extraordinaires, avec un style propre. D'ailleurs, je crois que Claudette Colbert, au départ, avant d'être actrice, elle voulait être modiste, enfin créatrice de mode. On voit bien que son corps, sa minceur toute hollywoodienne années 30, c'est aussi une façon de porter l'habit. Et que c'est pas du tout purement décoratif, qu'il y a une affirmation dans ces robes avec des très très grandes manches, des manches par exemple très bouffantes en tulle ou des manches ballons ou des choses comme ça, et qui sont aussi une affirmation, on appelle ça en anglais power dressing, hein, la façon de s'habiller qui affirme aussi une forme de domination ou de pouvoir. Il y a de ça, c'est-à-dire qu'il y a une beauté vraiment purement plastique de ces costumes, mais il y a aussi une participation à la mise en scène de tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est que l'argent qu'on voit à l'écran, il y a l'argent de la production du film, Paramount, mais aussi l'argent des personnages, le fait que soit mis en œuvre un personnage, notamment celui de Gary Cooper de Millionnaire, n'est pas, enfin comment dire, c'est pas seulement un goût, et c'est pas seulement, je crois, une façon de s'extraire de la question des classes, hein. On pourrait dire que en partie le cinéma de Lubitsch, a priori, c'est cela, c'est-à-dire que on va mettre en scène des gens riches parce que du coup, on n'aura pas l'obligation, on se sentira pas obligé de traiter de problèmes sociaux, de problèmes politiques. Il y a une forme de mise à distance de la réalité et d'affirmation que le cinéma, la fiction de cinéma, n'a pas à être réaliste.
Elle n'a pas à être secouée par les secousses du monde. D'une certaine façon, Lubitsch a toujours affirmé ça, c'est-à-dire que depuis La Poupée, où on le voit lui-même sortir ses personnages d'une boîte, il affirme que le cinéma, c'est une boîte. On n'est pas au théâtre, mais il y a une forme de théâtralité. Et d'ailleurs, souvent, ces films s'inspirent de pièces. Là, c'est le cas. C'est une pièce française qui a été ensuite adaptée par un auteur anglais. Puis qui, bon, voilà, ça dépend des films. Souvent, il s'inspire aussi de pièces hongroises. Peu importe, c'est quelqu'un, Lubitsch, qui vient du théâtre et qui ne s'en excuse pas, qui n'essaye pas de dire que parce qu'on est au cinéma, il faudrait être ouvert de manière documentaire sur le monde. Donc là, il y a effectivement faire ça dans la jet set, dans des décors qui ont l'air de décors, parce que l'appartement de la 8e femme de Barbe Bleue, il est extrêmement stylisé. Il n'y a presque pas de meubles, enfin, il y a un côté art déco, un style art déco très très marqué, extrêmement épuré, et qui est travaillé avec les personnages eux-mêmes, avec le visage même de Claudette Colbert, c'est un décor quasiment, son visage. Ses costumes, c'est pareil. Donc tout ça va dans le sens d'une forme d'épure et de stylisation qui est anti-réaliste, si vous voulez, d'un côté. Mais malgré tout, dans chaque film quasiment, la pression, disons, du monde et des réalités, notamment des réalités sociales, de classe, dont on parlait, et aussi des réalités du corps, de ce que c'est que l'intimité physique avec quelqu'un quand on est en couple avec lui ou elle, et ben c'est par exemple que quand on l'embrasse, il va sentir votre haleine. Voilà. Donc comment le faire sentir on n'est pas dans les années 70, 80 ou 90 où on a de l'autorisation d'aller très loin dans une certaine corporéité. Non, il faut, pour la faire sentir, ben on va la parfumer très très fort et on va faire manger des cibettes, de l'oignon nouveau à Claudette Colbert. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a, en fait, c'est une dynamique, c'est une sorte de, on pourrait dire que le fond, c'est ce fond d'épure théâtral, anti-réaliste, mais en réalité qu'il s'amuse à le tirailler, à le faire un petit peu bouger, à lui donner des secousses qui, elles, sont des secousses de l'ordre de la réalité des corps et de la réalité aussi du monde et des rapports économiques. D'accord, bah écoute, je crois qu'on a une question d'Audrey. Je laisse activer son micro. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si tout le mouvement qu'il y a eu les années précédentes, c'est-à-dire le droit de vote pour les femmes qui est arrivé, est-ce que ça a permis à un film comme ça d'être créé et aussi d'avoir un personnage féminin fort comme elle est et quel est le dessus sur pratiquement son mari en fait et qu'elle soit aussi quel est le pouvoir en fait. Alors, je pense que c'est quelque chose de complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sociologie très simple de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est vrai que ça nous frappe, notamment français. On a l'impression parfois que le cinéma des années 30 est en avance du point de vue du féminisme, y compris sur le cinéma actuel, j'exagère beaucoup, mais français, parfois. Et donc, on s'en étonne, on se dit, mais c'est fou. Et effectivement, il y a des facteurs extérieurs au cinéma, externes au cinéma. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Le droit de vote des femmes, oui, mais alors j'avoue que je n'ai pas en tête l'année du droit de vote aux femmes aux États-Unis. Donc, bon, ça, il faut chercher, mais c'est une très bonne... C'est une très bonne remarque. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a une chose importante et à laquelle il est fait allusion dans le film. On disait le film se passe beaucoup dans des grands hôtels, sur la Côte d'Azur, puis dans un appartement très très chic, etc. Mais il est quand même question dans ce film de la crise économique. C'est-à-dire qu'on est en 1938 et qu'il est quand même question des conséquences de la crise de 29 qui ont absolument détruit une partie de la classe moyenne américaine et qui ont sans doute permis à des gens comme le personnage joué par Gary Cooper, Michael Brandon, de prospérer au fond. Vous vous souvenez qu'il est question de la crise économique quand le père du personnage joué par Claudette Colbert dit « Ah mais regarde, lui, c'est vraiment un bon parti parce qu'il n'a même pas été affecté par la crise. »
On peut même se dire, au-delà de ça, qu'il a au contraire retiré les marrons du feu et que la crise, on s'en aperçoit, y compris aujourd'hui, elle profite quand même à certains. Donc voilà, par exemple, dans ce film-ci, il y a des échos, même des échos lointains, parce qu'on est 10 ans après et que Ernst Lubitsch n'est pas Frank Capra, mais il y a quand même des échos lointains de cette crise économique, et on peut supposer que si la famille de Claudette Colbert est désargentée, c'est aussi parce qu'il y a une crise, y compris en Europe, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La crise, ça remet aussi en jeu les rapports de force, les rapports de domination entre les sexes socialement. Donc il y a effectivement sans doute cette histoire de droit de vote, les conséquences de la crise qui peuvent affaiblir d'une certaine façon une forme de domination économique masculine aussi. Et puis il y aura ensuite la guerre. Mais je pense que la Première Guerre a déjà un petit peu enclenché ce mouvement, à savoir des femmes qui travaillent parfois ou qui prennent leur destin en main, et donc un rééquilibrage des rapports entre les sexes. Et puis il y a une dernière chose, et là qui est plus proprement américaine, qui sont les lois sur le divorce laws. Et là, j'ai plus exactement non plus les dates en tête, mais il me semble que c'est justement le début ou le milieu des années 30. Le divorce est rendu beaucoup plus facile aux États-Unis, et c'est plutôt ça, je pense, qui plus directement va impacter le rapport entre les hommes et les femmes. Très bien, merci Charlotte. Du coup, je pense que là, on a plus de questions pour relancer. Je pense qu'on a pas mal exploré en fait les thématiques du film. Donc, j'espère que le film aura plu aux gens et que ça aura donné un peu une ouverture, une envie aussi d'aller voir, j'espère, d'autres films de Lubitsch, et une envie de continuer avec nous sur ce cycle, car on espère bien être ouvert en janvier pour poursuivre en présentiel, comme on dit. Et donc en janvier, a priori, on devrait passer le roman de Mildred Pierce. On a aussi Boule de feu qu'on avait annulé en novembre, qu'on reportera, qu'on reprogrammera. L'ordre des films est un petit peu bouleversé. Donc voilà, j'encourage évidemment tous nos spectateurs à se tenir au courant en surveillant bien le site internet qui sera mis à jour. Voilà. Écoute, je sais pas, Charlotte, on se retrouve donc en janvier, on l'espère en vrai. Et donc d'ici là, il ne reste plus qu'à souhaiter à tout le monde de bonnes fêtes, peut-être. Voilà, en compagnie des meilleurs cinéastes possibles. Tout est disponible aujourd'hui. Une intégrale Lubitsch est possible pendant les fêtes de Noël. Voilà. Bon, Merci. merci. À bientôt. À bientôt.